Pour ou contre? Favorable ou défavorable? Mitigé ou sans opinion concrète? C'est dans cette vidéo que l'on argumente et que l'on conteste. Une fois par mois, une question vous sera posée sur un sujet concernant la K-pop. Et c'est à vous d'y participer pour espérer gagner le débat. La question du mois était la suivante. Est-ce légitime de faire débuter des groupes de K-pop via des survival? Vous avez été nombreux à nous répondre et il est temps de découvrir vos commentaires. Comme d'habitude, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, essayons de faire un point sur qu'est-ce qu'un survival. Un survival est une émission de télé-réalité dans laquelle des participants, souvent en compétition les uns contre les autres, sont progressivement éliminés jusqu'à ce qu'un ou plusieurs participants soient choisis. Ce format est notamment utilisé pour sélectionner les futurs membres d'un groupe de K-pop en mettant en avant des trainees s'entraînant pour devenir idol. Il existe deux types de survival. Dans un premier temps, ceux organisés par les agences, avec des trainees intra-agences, comme No Mercy pour Monsta X, 16 pour Twice ou encore Island pour ENHYPEN. Ces émissions permettent aux trainees de montrer leur potentiel, avec des évaluations jugées par des idols ou des membres de l'agence, ainsi que les votes du public. À la fin, une line-up est constituée pour faire débuter le futur groupe. Mais il existe aussi les survival conçus par les chaînes de télévision. Ils rassemblent des trainees de différentes agences ou des indépendants. Le public joue alors un rôle crucial dans la sélection des membres. Les gagnants peuvent alors former des groupes permanents comme Boys 24 avec Into It ou Idol School avec Fromis9, ou des groupes temporaires avec la série Produce Planet qui a formé IOI, 101, IZ*ONE, X1, Kep1er et Zero Base One. Les éléments clés des émissions de survie sont les participants, qui doivent accomplir des missions de création et ou de performance vocale, danse, scénique, les juges, souvent des idoles ou des experts qui évaluent et conseillent les participants, et le public, qui vote pour ses participants préférés à certains moments clés. Après cette brève introduction de ce phénomène qui a complètement révolutionné le système de formation des groupes de K-pop, il est temps de savoir si cela est légitime ou si la bonne vieille méthode de formation n'était-elle finalement pas mieux. Et je trouve que ce commentaire amorce convenablement notre sujet. Je pense que le principe d'un survival est intéressant, dans le sens de donner la possibilité aux fans de pouvoir voter pour leurs membres favoris. Cependant, cela a un effet double tranchant quand les membres favoris des fans ne sont pas sélectionnés. Le principe d'un survival est cool et donne vraiment de l'attachement aux idoles car nous les suivons pendant de longs épisodes et on s'attache au fur et à mesure à eux. En effet, l'une des principales raisons du succès des émissions de survie est la dimension de télé-réalité. Ces programmes permettent de découvrir en profondeur les trainees qui aspirent à débuter, en montrant leurs moments de joie, de tristesse et chaque aspect plus intime de la vie quotidienne qui peut susciter une empathie et le soutien du public. Une véritable connexion peut alors se créer, contrairement à un groupe classique qui, lorsqu'il débute, est un réel inconnu. Le groupe issu d'un survival est déjà connu du public. Les fans possèdent déjà leur bias et les soutiennent activement. Cela peut garantir le succès du groupe dès ses débuts et les chaînes de télévision ont bien compris cette dynamique. Mais le succès n'est pas forcément limité aux trainees qui gagnent l'émission. Tout d'abord, je trouve que les survivals sont bien et mauvais sur un point: l'attachement. On s'attache aux candidats, donc dans les bons côtés s'ils débutent, on les connaîtra déjà bien. Et s'ils ne débutent pas, on est assez déçu. Après, ce qui est bien, c'est que ça donne de la visibilité aux candidats pour la suite de leur carrière. Oui et non. Ça permet de mettre en avant tellement de trainees que d'autres agences pourront recruter par la suite. Je pense qu'il faut voir les survival comme un tremplin qui bénéficie plus à certaines personnes que d'autres. Les survival peuvent aussi être un super tremplin pour les artistes, type Kang Daniel ou Jihoon, qui sont des monstres aujourd'hui. Tout le monde les connaît alors que leur groupe n'a même pas tenu une année après la fin du survival. Il faut prendre en compte que ça reste du divertissement pour les fans. En effet, les survivals sont de véritables tremplins tant pour les gagnants que pour les perdants. Les membres victorieux des émissions comme Produce se voient retourner dans leurs agences respectives à la fin de leur contrat et peuvent soit débuter en solo ou en groupe sans problème, comme Chungha, qui a eu une carrière solo couronnée de succès après IOI, ou Wonyoung et Eugene dans le groupe IVE après IZ*ONE. Quant aux perdants, si leur talent est suffisamment reconnu, ils peuvent être contactés par d'autres agences et obtenir une seconde chance. C'est le cas de certains participants de Boys Planet dans Eben ou de Soyeon après son passage à Produce 101, qui a pu carrément créer un groupe autour d'elle, G-Idol. Et bon, en termes de succès, on est quand même bien.
Dans tous les cas, après leur passage dans des survival, de nombreux trainees reçoivent davantage d'opportunités et de visibilité, ce qui accélère leur parcours professionnel. Participer à un survival raccourcit donc souvent la période de formation, permettant ainsi aux trainees de débuter plus rapidement et de se construire une base de fans solide avant même leur début officiel, assurant ainsi une carrière plus prometteuse dès le départ. Mais il est vrai que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour finir, j'ajouterai une non-reconnaissance pour la plupart des trainees qui n'ont pas réussi à gagner le survival et qui sont alors oubliés pour beaucoup. Ensuite, je trouve ça assez triste car les personnes qui ne débutent pas mais sont dans de petites agences reprennent leur vie difficile. Il est vrai que si vous êtes déjà sous contrat avec une agence modeste ou mal gérée qui ne vous laisse pas débuter ou ne vous soutient pas suffisamment, vos chances de réussite sont faibles. Souvent, des idoles prometteurs qui atteignent même le top 20 dans des survivals se retrouvent à débuter avec des inconnus ou des personnes peu talentueuses dans des agences incapables de bien les gérer. Par exemple, Kim Jong-un a débuté avec T.I.O.T dans une agence quasiment inconnue et risque de ne jamais connaître le succès qu'il mérite. De même, Choyeon de Bugaboo a vu son groupe se dissoudre après seulement 1 an, probablement à cause de problèmes financiers. Et ce sont pourtant là des rares cas ayant réussi à débuter. Nombreux sont ceux qui restent bloqués des années dans des agences sans jamais débuter, finissant par être considérés comme trop vieux ou démodés malgré leur talent. C'est vraiment triste pour eux. Mais honnêtement, quand on connaît la réputation de certaines agences et les scandales qui les entourent, est-ce que débuter est vraiment une chance ? Pas forcément. Parfois, débuter dans de telles conditions peut être considéré plus comme un obstacle que comme une opportunité. Et c'est ce que nous dit ce commentaire. Pour moi, cela dépend de quel type de survival. Si c'est un survival où il n'y a que des jurys professionnels qui impactent la line-up finale du groupe, comme A2K ou Neezy Project par exemple, je vois pas de souci. Cela permet d'avoir une base de fans avant même les débuts et en plus ça installe une hype, étant donné que les émissions sont diffusées de façon hebdomadaire. Et en plus, cela permet de donner une popularité même aux trainees éliminés dans leurs futurs projets. Par contre, tous les survivals où le vote du public est impliqué, cela devient moins égalitaire. Étant donné que ce ne sont que les populaires qui gagnent, souvent les participants les plus beaux et pas forcément les plus talentueux, en plus, cela peut créer une grande frustration parce qu'il n'y a pas nos préférés dans la line-up finale. Et cela peut pousser les gens à devenir des solo stans qui ne soutiennent que leur bias et créer des fans wars au sein même du fandom. On l'a bien vu avec Kep1er. En plus, les survivals à grande échelle comme Produce, Girls, Boys Planet et Universe Ticket, qui impliquent quasiment une centaine de trainees, peuvent donner l'impression qu'il y a des talents qui ont été gâchés et que c'est cruel. En effet, tout dépend du type de survival. Dans certaines émissions, le public a très peu de pouvoir, voire aucun. Cela sert simplement à médiatiser l'événement, sans recourir à des vagues de votes, souvent accompagnées de nos chers solo stans. Il y a aussi des émissions de survie en groupe comme Stray Kids Survival, 17 Project ou encore Baby Monster Last Evaluation, où l'objectif n'est pas forcément d'éliminer des membres, mais survivre en groupe. L'intention principale étant de créer une hype médiatique en faisant croire que le vote du public a un réel impact. Alors qu'on savait tous qu'ils allaient débuter de toute façon. Bah les gars, maintenant que j'ai dépensé 1 million sur vous, que vous êtes talentueux et populaire comme jamais, bah maintenant rentrez chez vous. Franchement. On savait que ça n'arriverait jamais. Bref, ce n'est que mon avis, mais dès que le public vote, bah, c'est pas ouf. Et ce pour plusieurs raisons. Mais surtout à cause des solo stans qui ne soutiennent que leur bias au détriment des autres membres. Vous pouvez crier haut et fort au T7, au T8, au T48 pour Triple S, mais quand votre groupe préféré a des membres qui ont leur propre nom de fandom, c'est déjà perdu. Ou c'est le début de la fin. Mais restons positifs et analysons le vrai problème des votes du public dans ces émissions avec ces 2 commentaires. Je pense que les survival shows ont une grande importance dans l'industrie de la K-pop, que ça soit en bien ou en mal. Le bon côté, c'est qu'en tant que fan, on peut s'identifier à certains trainees et connaître et apprécier un groupe avant même ses débuts. On a aussi l'impression de jouer un rôle important en pouvant voter pour nos favoris, alors que quelques semaines auparavant, ils étaient des inconnus. Le mauvais côté, c'est qu'on sait pertinemment que les plus beaux, charismatiques vont être mis en avant, mais ça fait partie du jeu. L'énorme défaut des survival, c'est que les fans votent pour leurs préférés. Donc les internationaux ont jamais les mêmes chances de réussir que les coréens, et que parfois le groupe a aucun sens. Genre souvent il n'y a pas de rappeurs ou de membres qui ont quasiment le même timbre de voix. Parce que les fans veulent juste voir leur préféré dans le groupe. Et tant pis s'il a pas du tout la bonne vibe. Je trouve ça bien pour les groupes temporaires, mais pour ceux qui ont un contrat plus long, je suis partagée. Après, il y en a qui sonnent super bien ensemble, genre Twice, Enhypen ou Katseye, mais ces groupes-là n'ont pas été choisis uniquement par les fans, mais aussi par un jury qui a pris en compte l'homogénéité du groupe et pas seulement les plus populaires. Également, je ne comprends pas l'intérêt des survival avec 100 trainees pour en mettre une vingtaine en avant. Prenez-en moins. Et évidemment, l'âge des trainees.
Vu qu'elles commencent pas forcément leur carrière, des fois il y en a de 12 ans et ça choque personne. Ah, la dure loi de la beauté. L'un des avantages des survival par rapport à la période de trainee, c'est que même si vous êtes un bel inconnu qui n'a jamais pu entrer dans une agence à cause des normes coréennes d'âge, de beauté ou de talent, vous pouvez toujours tenter votre chance dans un survival. Même si bon, vous vous retrouvez à un moment ou un autre confronté aux mêmes critères et obstacles, car les survival eux-mêmes sont conçus par cette industrie normée. Des exceptions ont réussi à se faire une place à travers les survival, comme Yeonjung de IOI ou Jaewon de Wanna1, qui ne correspondaient pas aux normes de beauté coréennes mais possédaient un talent vocal exceptionnel. Cependant, malgré ces exceptions, plus les années passent, plus les survival deviennent normés. Les trainees les plus populaires et sélectionnés par le public sont dans 99% des cas beaux ou très beaux, jeunes ou trop jeunes, et avec un talent basique, voire en dessous de la moyenne. Car de toute façon, il y aura toujours un ou deux membres talentueux pour élever la moyenne globale. Au détriment des trainees véritablement talentueux, quelle misère! En revanche, ce qui m'a vraiment surprise, c'est le nombre de vos commentaires évoquant le racisme. Pas que je sois surprise par le racisme en soi, mais que ce soit la réponse numéro 1 concernant l'illégitimité des survival. Waouh! Je pensais que cela faisait longtemps qu'on y était habitué, mais apparemment non. Donc faisons un point là-dessus. En autre point négatif, il y a également le racisme envers des trainees d'autres nationalités qui sont choisis, que des membres 100% coréens, de l'harcèlement et un désintérêt total pour le futur groupe. Le trucage est également un gros point négatif qui est de nos jours dans quasiment tous les survival et qui nuisent réellement au groupe. Des mauvais côtés, il y en a plusieurs. Déjà le racisme. On expose souvent le fait qu'il y a des internationaux et des Coréens, mais la plupart du temps ce ne sont que les Coréens qui sont choisis car ils ont le vote majoritaire. Ah oui, j'avais pas pensé au racisme très présent chez les Coréens qui empêche des trainees étrangères talentueuses de monter en popularité. C'est pour ça que le pouvoir attribué aux juges est très important pour contrebalancer ce genre de phénomène. Bon, pour ça, faut pas que les juges soient racistes non plus. Après oui, c'est pas fair du tout. On n'oublie pas les 50% vote coréen, 50% vote internationaux chez Mnet, les temps d'écran qui doivent être équitables, PTDR. Je pense qu'on a tendance à confondre le racisme et le marketing. Attention, je ne nie absolument pas l'existence du racisme. Et pour bien le comprendre, je vous recommande de regarder nos vidéos anecdotes en Corée, comme la fois où une Karat a dit que Jae était un chien. Mais beaucoup de décisions sont aussi basées sur le marketing. Imaginez que vous êtes un producteur de survival et que vous allez lancer votre premier groupe. Il faut absolument que ce groupe réussisse et génère le plus de ventes et de vues possible. Votre marché principal est la Corée du Sud, donc vos critères doivent correspondre à ceux du marché. Beau, jeune et coréen. Oui, c'est triste, mais au final, l'argent vient en grande majorité des fans coréens, qui achètent au moins 100 albums, votent pour les wins avec leurs abonnements coréens et paient des fan meetings à 4 chiffres. C'est malheureux, mais ce sont les fans coréens qui contribuent majoritairement à la longévité du groupe. Donc, il est logique qu'ils aient aussi la majorité des votes. Il est aussi possible de créer un groupe avec des membres internationaux pour un public international. Mais vu que beaucoup de gens trouvent déjà que les lightsticks sont trop chers, il est difficile d'imaginer comment ce groupe pourrait vraiment perdurer. Et puis de toute façon, même si votre bias est beau, jeune, coréen et talentueux, mesdames et messieurs, il n'est pas au bout de ses peines. Le chemin est encore long et semé d'embûches. Pour moi, les survival, c'est vraiment sympa pour gagner de la popularité, si on débute ou pas. J'aime bien les regarder parce que ça me permet de m'attacher à certaines trainees et à être contente si je les vois débuter autre part. Par contre, des fois, certains trainees sont ultra mis en avant et d'autres sont montrés comme des gens horribles dès qu'ils s'approchent trop près du top 10. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs. La mise en avant. Voilà un sujet passionnant. Les agences paient pour voir leurs trainees talentueux, mais souvent seuls, débuter dans un groupe dont le succès ne dépend pas de leur travail. Parfois, elles envoient même leurs trainees moyens ou pas encore prêts à débuter, comme une sorte de dernière chance avant de quitter l'agence. Si le trainee a du potentiel, l'agence investira une belle somme pour le mettre en avant à l'écran, lui donner un micro et surtout le faire apparaître comme le gentil de l'histoire. Car oui, comme c'est de la télé-réalité, tout est question de buzz. Vous trouverez toujours un participant étranger, inconnu du public, qui ne connaît pas les règles et coutumes coréennes du « ferme ta il vaut mieux » et qui va dire quelque chose qui sera interprété de 500 façons différentes. Bref, le parfait méchant qui mettra encore plus en valeur le trainee tout sage et pistonné. Et puis bon, dans tous les cas, comme le dit ce commentaire, pour les mauvais côtés, on a les votes qui peuvent être truqués comme dans Produce. Ah, les votes truqués! Comme si tout ce qu'on avait dit avant n'était pas suffisant. Truquer un vote, c'est clairement dégueulasse. Les producteurs choisissent évidemment les membres en fonction de leur nombre de fans et de l'agence qui les soutient. La série Produce a été la plus grande victime de ce trafic. Après que des téléspectateurs aient détecté des anomalies dans les votes de Produce X Wanna1, certains votes n'étaient pas comptabilisés et d'autres bizarrement doublés ou triplés,
Une enquête a donc été déclenchée. Les producteurs Han Jun-young et Kim Yong-bun ont été arrêtés et ont admis avoir truqué les classements des 4 saisons de Produce 101 et de Idol School. Les conséquences ont été sévères. Les promotions des groupes X1 et IZ*ONE ont été affectées, poussant X1 à se séparer en janvier 2020 et IZ*ONE à suspendre temporairement ses activités avant de les reprendre sous des conditions strictes. Et la réputation des programmes de Mnet a été gravement entachée. Les producteurs ont été condamnés à des peines de prison et Mnet a suspendu certaines émissions et présenté des excuses publiques. La tricherie a suscité une grande indignation parmi les fans, certains poursuivant même des actions en justice pour obtenir des réparations. Les fans ont également organisé des mouvements pour soutenir les participants lésés par le scandale. Mais ne croyez pas que cela a arrêté Mnet. Quelques années plus tard, ils sont revenus avec Girls Planet 999 et ont trouvé une nouvelle manière de faire débuter leur line-up voulu. Tout simplement la manipulation des votes. Si le petit préféré des producteurs était en danger, ils vont pousser les votes en sa faveur en le mentionnant régulièrement. A l'inverse, ils vont souvent rappeler qu'un non-favori est en tête, pour effrayer les fans du favori, les incitant à voter encore plus pour lui. Et pour celui qui est en tête, cela donne l'impression à ses fans qu'il n'y a plus besoin de voter pour lui. La preuve se voit souvent dans les résultats des finales. Souvent, le classement du favori des producteurs est révélé la veille de la finale pour booster les votes en sa faveur, et il finit premier grâce au nombre monumentaux de votes. Bref, un trucage totalement légal mais qui dégoûte. De base, un survival show a pour but d'impliquer le public en plus des examinateurs des agences. Il pourrait bien évaluer les compétences des idols sans le montrer. Mais faire ce genre d'émission permet de créer un engouement autour du futur groupe et de le promouvoir avant ses débuts. Et je trouve important d'obtenir l'avis des spectateurs parce que autant lancer un groupe avec des membres qui sont appréciés du public et qui auront donc plus de chances d'être populaires. Et en théorie, l'avis des juges professionnels sont là pour établir l'équilibre entre popularité et compétences. Sur le papier, c'est une bonne idée, mais dans la réalité, je ne suis pas assez calée. Comme je n'ai regardé que 2 survival qui, de mon point de vue, étaient plutôt sains, je n'ai pas trop de points négatifs à part de la compétitivité peut-être plus poussée d'un survival à un autre et que c'est pas toujours bon pour les participants. Ça pourrait attirer les haters et donc des scandales. C'est vrai que théoriquement, les survival semblent avoir tout pour plaire. Pourtant, ils se transforment souvent en une guerre que vous n'oublierez jamais. Cette atmosphère compétitive n'affecte peut-être pas autant les participants les plus populaires pendant le survival, mais elle devient encore plus intense une fois qu'ils sont en contrat dans le groupe. Les conflits sont forcément plus faciles à oublier pour les trainees qui doivent apprendre à travailler ensemble, mais pas pour les fans qui ne jurent que par leur bias. Les solo-stans apportent toujours avec eux des haters, et on sait à quel point ce genre de phénomène est répandu dans les fandoms issus de survival. Donc, même si sur le papier les survival semblent incroyables, il est assez difficile pour les trainees de s'en sortir sans séquelles, controverses ou scandales sur l'âge, le talent ou le pistonnage. Ce n'est peut-être pas juste pour eux de subir ça par rapport aux autres, mais en termes de légitimité, ils auront déjà de la popularité et une réputation. Pas toujours lisse, mais une réputation quand même. Et je trouve que ce commentaire le résume bien. Si on part du terme légitimité qui a pour définition ce qui est juste et équitable, on pourrait automatiquement répondre que non, pour une raison. Ce n'est pas juste pour les groupes qui débutent hors survival et qui n'ont donc pas de fanbase dès le départ et l'attention des médias, à la différence de groupes qui débutent simplement dans une agence. De ce point de vue, c'est injuste pour des groupes venant de petites agences, car juste la popularité des agences peuvent amener une popularité au groupe. Mais en même temps, je pense que les groupes provenant de survival, en réalité, peuvent être plus lésés que des groupes formés normalement. Que ce soit pour la line-up finale qui peut être complètement truquée et donc provoquer des réactions très négatives de la part du public, les evil editing qui peuvent apporter de la haine sur des membres qui n'ont rien demandé, et également les problèmes dans la production de l'émission peuvent aussi nuire au groupe final. Je pense que les survival peuvent donc être injustes, que ce soit positivement comme négativement. Alors oui, ça peut donner de grandes opportunités à des trainees qui se battent pour avoir une place dans l'industrie, et en même temps, ça peut mettre une épine dans le pied de ces trainees et détruire leur carrière. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à nous laisser votre avis dans les commentaires, à laisser un like et à partager notre vidéo. Il est temps de vous dévoiler la question du mois prochain et je pense que vous allez l'adorer. Est-ce que les idols devraient s'engager dans des causes et des sujets d'actualité? Je vous laisse une semaine pour répondre à la question sous ce post et on se retrouve très bientôt avec vos commentaires.